Ça marche là? Ok. Putain, on entend un petit face cam, tu vois? Tu vois ce que je veux dire? T'auras vu, le fond a changé de ouf. Enfin, si je me mets en mode posé, genre on est dans nos canapés, tu vois. Ouais, donc je suis un mec cool. Attends, comme ça on est bien ou pas? Je suis en mode chillax sur mon canapax. Gros plan sur ma gueule. Les gens qui me connaissent, est-ce qu'en vrai je ressemble à ça? Parce que vous auriez pu me dire que je suis dégueulasse quand même. C'est assez décevant là. Pour les muscles, pour les muscles. Vidéo un peu différente aujourd'hui, on va surtout parler de théorie, savoir comment j'en suis arrivé à tout ce que j'ai fait, pourquoi la couture, pourquoi machin, t'as capté, tout ça, tout ça. C'est surtout pour faire un point par rapport à la couture, c'est-à-dire où j'en suis sur les pantalons, je veux dire en termes de design, tout ce qu'on a fait jusque-là et pourquoi j'ai pris autant de temps, parce que c'est vrai que je me rends compte, j'ai l'impression d'être super lent, c'est super pas agréable. Mais bon, si on revient un an en arrière, j'avais commencé à faire des pantalons parce que mon gros cul rentrait dans absolument rien de ce qui était manufacturé. Et ça me faisait vraiment chier. J'avais l'impression d'être constamment limité dans mes mouvements, ou de devoir me gratter les couilles constamment, c'était pas fou. C'est comme ça que je me suis dit que j'allais coudre. Sarah m'a offert une machine à coudre, on a fait le premier pantalon. Le premier résultat était ok, c'était pas plus dégueulasse qu'un autre. Mais globalement, je connaissais rien. J'ai commencé à me renseigner, à voir à peu près ce qu'il fallait être fait, finalement à savoir à quoi ressemblait un patron de pantalon. Je te mets la photo là pour que tu vois à peu près à quoi ça ressemble. Ça parle pas à tout le monde, surtout en plus c'est pas hyper intuitif. Donc il faut essayer de comprendre comment c'est construit, pourquoi c'est fait de cette manière-là, et finalement, quelles parties sont caractéristiques, et qu'est-ce qui va aller sur ton corps et qu'est-ce qui va pas aller. Attends. Je vais te la faire assez rapidement. J'arrête pas d'éternuer ma rage, je sais pas, il y a un truc auquel je suis allergique, je sais pas ce que. Est-ce que c'est le bébé chier? Elle est en train de se nettoyer. C'est nettoyé? C'est pétoué. T'as des grosses caractéristiques. Globalement, le tour de taille, le tour de bassin, on va dire ce que j'appelle la circonférence d'entrejambe, ce qui est appelé en anglais la crotch line, le tour de genou, le tour de cheville et évidemment la longueur. Chacun de ces paramètres va avoir une incidence directe sur le design du froc à la fin. Et je pense qu'on va s'attarder sur le mot design rapidement pour essayer de comprendre pour moi ce que ça veut signifier. Globalement, ce que j'appelle le design d'un pantalon, il y a deux choses dedans. Il y a le rapport aux mensurations du corps. Donc là, c'est plutôt des attributs, on va dire, les relations qu'ils ont établies par exemple entre la largeur de jambe et la largeur de bassin. Et puis il y a le style, ça va être l'allure du pantalon. Dans l'allure, on va ranger le baggy, le slim, ce genre de choses. Et du coup, dans la partie, on va dire, morphologique du pantalon, donc la première partie du design, on va trouver surtout le rapport entre les grandeurs. Est-ce que par exemple, je fais une cheville qui est très large par rapport au bassin ou plus ou moins large par rapport à avant, ce qui fait qu'on va avoir une coupe plus ou moins droite, plus ou moins fine, etc. Donc, en gardant à l'esprit ces deux choses-là, à savoir la morphologie et le style, on trouve plus ou moins une grande flopée de pantalons. On a tous croisé, on a tous mis plein de trucs. Il y a 15 ans, à la mode, c'était les slim ultra pet burn. Tu sais, tu te demandais même comment tu pouvais respirer. Tu mettais 20 minutes à les enlever. Oh, gros pied, ça, non? Au début, je me posais pas ces questions-là, puisque tout ce qui comptait pour moi, je voulais pas du tout je voulais pas du tout produire des pantalons. Je voulais juste faire un pantalon qui me plaît et que je pouvais mettre à la muscu sans penser constamment à ce qu'il allait péter ou quoi que ce soit. Et en fait, je suis tombé dessus il y a à peu près 2 ans. Donc là, on revient 2 ans en arrière. J'ai pas encore commencé à faire des pantalons, mais j'avais trouvé des pantalons. Je vais mettre la référence là d'Amazon. J'adorais ces pantalons. Coupe un peu vintage, très agréable dedans, on se sentait super. Le seul problème, c'était super long. C'était super long, c'était trop long. Du coup, j'ai dû les reprendre, les recoudre à la main parce que j'avais pas de machine, j'avais rien, pour arriver à un design qui soit proche de ce que je voulais. C'est-à-dire un pantalon pas trop long, en même temps qui me permette de faire pas mal de mouvements, et puis avec un style visuel que je trouve assez. Qui me plaisait. Après avoir fait plein d'essais sur différents tissus, je suis arrivé à faire quelques pantalons qui me vont. J'arrive pas trop à conclure sur si c'est mes préférés, si machin. Et pendant plusieurs mois, je fais plein de pantalons, 5, 10, à chaque fois avec des résultats qui sont assez mitigés parce que, évidemment, la matière influence aussi vachement la façon dont le pantalon va se tenir. Et donc, forcément, ça va pas avoir le même style visuellement qu'un pantalon, une matière très dure, enfin, on va dire très rigide et une matière très souple, ça n'a pas du tout le même style visuellement. Même si la coupe peut être similaire, ça n'aura pas le même style. Fallait que je trouve, je cherche. Et mon but dans cette première étape, c'était de trouver finalement le design global qui me permette d'avoir un pantalon que j'aime. Et donc, c'est là où j'ai dû m'intéresser, on va dire, plus à la relation mathématique de la couture, savoir comment sont construits des pantalons. Et en général, c'est des formules qui sont assez bateaux sur un pantalon. Pour le tour de bassin, pour chaque face de ton patron, il y aura les 4 faces. La face avant, on la distingue de la face arrière. En général, la face arrière est plus large que la face avant pour qu'elle puisse englober un petit peu par rapport au cul et aussi pour qu'on ait les poches devant.
Donc, on trouve les relations mathématiques qui relient chacune des grandeurs des deux faces et on trace le patron. Un cas tout bête de comprendre la chose, c'est sur la face avant, la largeur qu'on va tracer, le rectangle qui va faire la largeur sur laquelle on va travailler du pantalon, est calculé par rapport à la largeur la plus grosse de notre corps au niveau des jambes, c'est-à-dire le bassin. Comme il y a 4 faces, on va diviser par 4 notre tour de bassin et on va ajouter une valeur plus ou moins grande. Et c'est ce qu'on va définir comme étant l'aisance. Plus c'est proche de 0, plus on a un pantalon qui est près du corps, et plus évidemment c'est loin de 0, plus on a un pantalon qui sera large et loin du corps. Une fois qu'on a fait ça, ça dessine notre petit rectangle où on va mettre notre cul, et ben il faut qu'on décide l'entrejambe jusqu'où on va les tirer. Donc en général, tu as des formules classiques, c'est pour la face avant, tu prends ton bassin divisé par 4, auquel tu ajoutes 6,25% de ce bassin-là en longueur, ça te fait ce qu'on appelle la crotch line, donc la ligne d'entrejambe. Tu descends, tu mets ta ligne de genou, la largeur que tu choisis, ta ligne de cheville, ta largeur que tu choisis. Pourquoi je n'ai pas parlé de la ligne de taille directement? C'est parce que la ligne de taille, ça dépend vraiment du type de pantalon qu'on veut faire. Si c'est un pantalon habillé, donc c'est-à-dire une taille rigide, bah là on va faire un tour de taille qui est proche d'une autre avec une braguette qu'on viendra fermer, etc. Dans mon cas, comme je fais des joggings, je fais pas trop attention au tour de taille. Je fais ce qu'on appelle des pinces naturelles, c'est-à-dire que je réarrange un petit peu en haut pour que ça fasse un truc convergent sur la taille, pour quand même que ça fasse pas trop un truc tube. Et ensuite, je fous un élastique. Donc le tour de taille, c'est pas notre problème. Pour la face arrière, globalement, c'est la même chose que la face avant, avec de l'aisance en plus, du coup pour entourer. Et au niveau de la ligne de crotch, quelques pourcentages en plus. En général, c'est le double, donc on va passer à 12,5%. Et boum, tu as tes deux faces. Une fois que tu as fait ça, tu coules tout ensemble. Vraiment, je suis succinct sur la façon de coudre parce que c'est pas ce qui nous intéresse. Tu mets ton pantalon et en gros, tu peux désigner et numéroter ou calculer les grandeurs de ton pantalon. Et en gros, avec ces numéros, ces nombres à chaque fois, je me dis, ok, c'est les valeurs qui me plaisent, c'est les valeurs qui ne me plaisent pas. Dans mon cas, j'ai ce qu'on appelle un gros cul, t'as capté, le bunta, j'ai le bunta quoi. Donc moi, mon tour de bassin, c'est 110 cm. Je voulais arriver à un tour de cuisse qui soit correct pour que je puisse bien l'enfiler. En général, j'essaie de faire tour de cuisse plus 10 ou plus 11 pour vraiment qu'on ait de la place dans les mouvements, parce qu'évidemment, quand tu vas te pencher pour faire des squats ou quoi que ça va venir tendre le tissu, donc faut que ce soit mis à l'aise. Viens aller mon bébé. Et donc je me suis dit, voilà, avec les formules que je trouve, j'ai vu 4 ou 5 théories complètes des pantalons, et je me suis dit, il faut que je fasse la mienne. C'est pas il faut, c'est naturellement, je suis allé vers la mienne. Parce que en général, ils font pas des pantalons qui sont, on va dire, ils font. Alors, c'est une grosse généralité. Sûrement des gens le font, mais dans ce que j'ai trouvé, pas tout le monde le fait. Soit ils font une coupe qui est ultra large, qui fait que tout sera ultra large, soit ils font une coupe qui est en général assez serrée. Moi, ce que j'aimerais, c'est une coupe qui soit serrée aux bons endroits et large aux bons endroits. Donc ce qu'on veut, c'est qu'il y ait un peu pas mal d'aisance au niveau du cul, pas mal d'aisance au niveau des cuisses. Au niveau des chevilles, c'est pas forcément la peine d'avoir un truc méga large parce que ça va tomber en dessous des chevilles. Ça, encore une fois, c'est un choix. Les gens aiment, moi, j'aime pas trop. Enfin, ça dépend. J'aime bien, mais au bout d'un moment, ça fait chier. Ça évolue avec le temps. Il y a 15 ans, c'était les slims. Là, c'est les pantalons coupe droite, un peu pipe, pas de def. Dans 5 ans, ce sera sûrement de nouveau un peu les slims. Tac, 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 tac. Ça change, il faut rester un peu à la page. Après tous ces tests-là, j'avais trouvé un modèle qui me plaisait, était cohérent. Et c'était un mélange des 4 modèles qui vont s'afficher là. Donc, le track pants de Young LA, le froc machin de Explosive Fibre là, le Millionaire Nolly et le baggy. Ces 4 trucs-là faisaient à peu près mon pantalon. Et on arrive sur la chose un peu plus délicate, c'est ce qu'on appelle le grading. C'est quand on doit décliner un pantalon, un modèle qui nous plaît, en différentes tailles. Parce que finalement, moi, je veux faire en sorte que mon modèle soit du taille L, parce que je considère que j'ai un gros cul par rapport à la moyenne. Et en plus de ça, de ce que j'ai vu, c'est cohérent avec ce que les marques proposent en général. Un taille L, XL, c'est mon tour de bassin. Tandis qu'en général, on va en dessous, on va descendre de 5 en 5. Donc on aura chez moi le L à 110, le M à 105, le S à 100, le XS à 95. Viens aller mon bébé, viens aller, viens dire bonjour à la caméra. Regardez, c'est le miné, ma bébé chez. Et pour ça, c'est un peu complexe. Soit je réapplique directement ma formule de calcul à chacune des tours de bassin que j'ai fait, ce qui en soi fonctionne. Mais je pense que dans le futur, si je fais ça à chaque fois, c'est-à-dire qu'il va falloir que je développe une théorie à chaque fois pour chacun des modèles, que ce soit cohérent dans tout le système. Ça peut être un peu long, ça peut fonctionner, surtout si je suis rapide à faire mes calculs. Mais ce que je veux, moi, c'est faire un truc qui soit assez professionnel. Et si dans le temps, je dois exporter la production, il faut que je puisse numériser en fait mes patrons. Et numériser mes patrons, ça veut dire que je dois me servir aussi de logiciel de grading. Pourquoi? Parce que c'est plus rapide et que c'est fait pour. Je pourrais faire le grading sur Adobe, sur Illustrator, mais c'est un peu long. Autant de servir des logiciels qui font directement, ça me fera gagner beaucoup de temps. Donc comprendre cette notion d'agrandissement et ce rapport entre chacune des tailles qu'on fait, c'est extrêmement important, surtout pour gagner du temps à l'avenir. Donc j'ai épluché plusieurs théories. Et c'est là où on se rend compte que les mecs qui ont fait de la couture, c'était évident, on s'en rend compte comme si on ne savait pas, mais c'était évident. Ils ont aussi bien compris le fonctionnement de l'agrandissement du corps humain. Chez eux,
Du coup, ils ont établi deux formes de rapports dans le corps humain. Un rapport entre, globalement, les os, les circonférences des os. On va dire, ton fémur, il représente globalement tant de pourcents par rapport à ton bassin, etc., etc. Évidemment, ce n'est pas de la science exacte, ça varie, il faut des petites variations, mais ils ont fait des règles générales. Et ce qu'on appelle les rapports de croissance. Pourquoi? Le rapport biologique, c'est naturellement les proportions que ton ossature va adopter. Ton rapport entre ta largeur d'épaule, ton bassin, etc. C'est les morphologies, quoi, en X, en H, tout ça. Et enfin, les rapports de croissance, c'est comment ton corps va réagir quand une de tes parties de ton corps grossit. Et finalement, ce grossissement, il va entraîner un grossissement de combien sur l'autre partie du corps. Un exemple très simple à comprendre, c'est pour les t-shirts. En général, on fait grossir le tour de poitrine, les bzz, tu vois. Mais évidemment, tout va aller avec. On doit faire grossir le tour de bras pour les manches, le tour de cou. Et donc ça, comment ça réagit? Je vais parler parfois en inch, c'est l'unité anglo-saxonne pour parler des tailles. La question qu'on va se poser, c'est quand j'augmente de 1 inch mon tour de poitrine, c'est-à-dire 2,54 cm, de combien je dois augmenter mon cou? De combien je dois augmenter mes bras? Et bien ces relations-là, c'est des rapports de croissance du coup. Si ma poitrine grossit de 1 cm, mon cou va grossir de combien? Ça, c'est l'expérience qu'ils montrent. Ce qu'ils ont montré, ce qu'ils ont choisi, c'est que globalement, si tu gagnes 1 cm au niveau de ton tour de poitrine, il y a de grandes chances que tu gagnes 1,5 cm au niveau de ton tour de cou. Alors, c'est à pondérer, hein, parce que ça pose du coup la question un peu plus profonde. On rentre dans le détail des rapports de croissance. Pourquoi je grossis? Est-ce que je grossis parce que je mets du muscle ou est-ce que je grossis parce que je mets du gras? Ou est-ce que je grossis parce que je grandis? Mais ça, la notion de taille, de longueur, on va surtout s'y attarder quand on parlera des vêtements chez les enfants. Chez les adultes, en général, il suffit de rajouter un poil de longueur par-ci par-là et ça fonctionne très bien. Donc il n'y a pas de rapport vraiment de sizing dans la longueur méga ouf. C'est pas, ça l'est, mais c'est pas aussi important que la notion de largeur. Ouah, mon bébé ché. Regardez tout le monde, c'est le bébé ché. Regardez tout le monde, c'est le bébé ché. Si je grossis en gras, ils disent que si je prends un gras au niveau du tour de poitrine, je prends un demi centimètre de gras autour du cou. Ok, petit aparté, je me rends compte qu'on fait les poupées russes là. Après, je vais remonter l'arborescence. Donc là, on est dans les rapports de croissance, plus précisément dans le choix du phénomène de croissance, musculaire ou graisseux. Et on se rend compte que là, on va se heurter à la dynamique de la loi du marché. Globalement, dans le monde, peu de gens font de la muscu. Beaucoup plus maintenant qu'avant, mais globalement par rapport à l'entièreté des humains, peu de gens font de la muscu. Donc la raison pour laquelle les gens grossissent en général, c'est pas du muscle, c'est du gras. Et ça, les marques l'ont compris et elles font avec. Évidemment, il y a un secteur du marché qui est dédié aux mecs qui font du muscle. Là, on parle vraiment du prêt-à-porter basique, H&M, tout ça. Eux, ils calculent par rapport au gras en général. Donc effectivement, quand tu es un mec qui commence à être un peu balèze en termes de muscles, tu vas vite te rendre compte que les vêtements du prêt-à-porter te donnent une silhouette qui est horrible. Parce que quand tu vas prendre des grandes tailles pour faire rentrer ton torse, et les bras, généralement, ils vont pas avoir si vite, donc tu vas avoir des bras qui sont serrés et un torse qui va être très large, avec comme s'il y avait un gros bide, quoi. Et un tour de cou qui, potentiellement, va pas aller non plus. Bon, ça vient du fait qu'eux, ils ont imaginé que si tu avais grossi jusqu'à la taille 54, mon pote, c'est que tu avais grossi. Tu étais devenu un petit lardon, tu vois. Pas que tu étais devenu balèze, tu vois. Pas que tu avais fait... Tu vois. Donc c'est important. Donc eux, dans leur relation de grading, dans leur taille, ils ont conceptualisé leur agrandissement des vêtements par rapport au fait qu'on grassisse. Et c'est là que moi j'ai eu des problèmes dans mes pantalons. Parce que forcément, avec mon gros cul, alors, je ne veux pas dire que j'étais pas gras, c'est pas le cas. Mais par rapport aux tailles que je prenais en pantalon, j'étais pas aussi gras que les mecs étaient censés les mettre. Quand je prenais du 54 ou du 56 en pantalon, pour que mes cuisses passent, je me retrouvais avec un tour de taille qui était gigantesque. Comme si j'étais un mec avec un énorme bide. Et c'est pas le cas. C'est parce que eux, dans leur relation d'agrandissement, ils ont considéré que quand on passe d'une taille à une autre, qui grossit principalement, ce qui subit l'effet de l'agrandissement le plus, c'est le tour de taille chez un homme. Tandis que chez les femmes, c'est l'inverse. Ils considèrent que les femmes qui grossissent principalement du bassin, des hanches, mais aussi des quadris, enfin de l'adducteur, quoi, si tu veux. Ça fait que naturellement, quand tu es un mec musclé, si tu veux un avis, tu veux pas te faire chier sur les vêtements, va t'habiller chez les femmes. Comme ça, dès que tu monteras en taille, tu auras plus de place pour tes cuisses et plus pour ton cul. Les vêtements que vous voyez que j'ai qui sont habillés, les pantalons noirs, etc., c'est des pantalons de meufs. Et c'est pour cette raison-là. C'est parce que leur grading, eux, il est fait par rapport à quelque chose qui est plus proche d'un grading qui est similaire au mien. Est-ce que ça veut dire que je suis une meuf? Peut-être. On sait pas. Aujourd'hui, ça a plus d'importance tout ça. On remonte un cran, on voit le grading chez les hommes musclés et le grading chez les gens gras. Enfin, chez les gens musclés et chez les gens gras. Chez les gens musclés, c'est pas les mêmes rapports. En général, quand tu prends un tour de poitrine, en muscle, quand tu commences la musculation, ton cou ne va pas méga changer si tu veux. Par contre, évidemment, quand tu auras pris 30 cm de tour de poitrine, ton cou il sera forcément indirectement développé par ça, parce que par tous les mouvements que tu auras dû faire pour prendre autant de muscles, ton cou sera aussi développé. Donc, on fait un rapport qui grossit par rapport à ça. Pareil pour les bras. En général, si tu prends 10 cm de tour de poitrine en muscle, tes bras ils vont grossir. La question qui se pose, c'est de combien? Et là, c'est propre à chacun. Mais on peut imaginer que si de base, tu es un mec très maigre, comme moi je l'étais, alors très maigre, évidemment, ça a pondéré. Je faisais 60 kg quand j'ai commencé, aujourd'hui j'en fais 100. Attends, j'ai le lait qui gratte. Quand j'ai pris 15 cm de tour de poitrine, j'ai pris à peu près 10 cm de tour de bras.
Mais est-ce que dans le temps, ce sera vrai? Donc là, on ouvre la porte à une autre question sur plus tard, c'est comment tu progresses dans le temps. On s'en branle, on revient au sujet principal. La conclusion de ces trucs-là, c'est que quand tu gracies ou quand tu musclis, c'est pas le même impact sur la distribution des tissus. On reste dans les rapports de croissance. On comprend qu'en fait, en fonction des parties du corps qui vont être ciblées, il va y avoir 3 facteurs qui sont importants. Quel type de tissu sont au niveau de cette articulation, la quantité de tissu qu'il y a, et évidemment la raison de pourquoi on grossit. Ce que j'appelle le type de tissu, c'est par exemple, autour de mon poignet, suivant ce principe-là, on se rend compte que quand je vais grossir de mes quadris par rapport à mes muscles, bah, ma cheville, elle va pas beaucoup grossir si tu veux, parce qu'il n'y a pas de gras qui va se mettre dedans, c'est principalement du muscle. Tu commences à comprendre le schéma de pensée. C'est-à-dire qu'en fait, en fonction de la partie de ton corps qu'on va réfléchir au niveau de l'agrandissement, bah, il faut aussi pondérer sa sensibilité à la croissance. C'est là où justement on va déterminer des coefficients. Si mon tour de bassin grossit de 5 cm, de combien vont grossir mes chevilles théoriquement? Une fois qu'on comprend ça, il faut qu'on mette à côté de ça la notion de style. Ça veut dire, mon pantalon, il a une certaine coupe. C'est-à-dire que dans ce pantalon-là, il y a des rapports qui existent. Notamment, je sais que du point de vue morphologique, dans mon pantalon, j'ai considéré que le tour de cheville représenterait, je sais pas, 50% du tour de bassin, etc., etc. Donc d'un côté, on a le style du pantalon, où les rapports sont définis entre les grandeurs, le tour de bassin, machin, machin, machin. Et à côté, on aura ce qu'on appelle les rapports de croissance. On veut garder le style et on veut avoir des rapports de croissance qui sont cohérents. Pam, pam. Ces deux choses-là, c'est ce qui fait que, boum, on a un agrandissement ou un rétrécissement de la taille du pantalon qui sera cohérente. C'est là où j'ai planché pendant un paquet de temps. C'est-à-dire, je veux garder le même style de pantalon, à savoir une coupe qui est à mi-chemin entre un track pants et un baggy, et je veux que sur chacune des tailles, on retrouve ce style-là. Là, j'ai bien avancé, je pense que j'ai fini tout ça, j'ai fait mes tableaux de taille, ça me paraît cohérent. La logique, ce serait que là, je te montre un pantalon qui me plaît. Et tu l'as vu peut-être, si tu regardes mes stories, tu as compris que j'étais un peu débile. Comme j'ai passé beaucoup de temps à essayer de travailler sur des machines à coudre qui ne sont pas adaptées, j'ai perdu beaucoup de temps. J'ai pas réussi vraiment à faire un produit fini. Et ce qui me pose le plus de problèmes aujourd'hui, c'est de faire la couture de la ceinture. Comme j'ai expliqué plus tôt dans la vidéo, quand on coud une ceinture, dans un jogging, on met un élastique et on coud par-dessus. Mais dans les faits, comment ça se produit? Il faut que ton élastique, tu le tendes pour qu'il arrive autour de taille du pantalon. Donc il faut tendre l'élastique, mettre la couture et coudre pour avoir un truc bien droit. Et dans les faits, c'est super dur, surtout quand tu as des grandes tailles comme le mien. Quand tu as un pantalon qui fait 120 cm de tour de taille brut et que tu veux mettre un élastique de 60 dedans, il faut que l'élastique soit méga tendu, que tu poses les deux et que tu couses. Et c'est pas joli. Et je me suis dit, putain, fais chier, j'y arriverai pas, quoi, parce que dans l'industrie, ils ont des machines qui s'appellent des ceintureuses. Tu mets ton truc, bam, bam, bam. Et du coup, j'ai commandé un outil qui me permet de faire ça, qui devrait arriver d'ici peu. C'est pour ça que là, je peux pas te montrer directement le design final, parce que je suis pas encore ravi du truc. Mais je pense que là, c'est une question de jours avant que je le reçoive, et donc je pense que d'ici la semaine prochaine, j'aurai fait le dernier pantalon et le dernier modèle. Par ailleurs, maintenant, on rentre dans la pratique de la couture, dans ce qu'on appelle les finitions. J'ai une surjeteuse qui me permet de faire le grand du travail. J'ai ma piqueuse plate qui me permet de faire les petits détails, les poches, les coutures simples. Mais il manque quelque chose qui est essentiel, c'est la recouvreuse. Encore une machine. Tu sens venir ou pas qu'il y a encore une machine qui va arriver? Bah, cette recouvreuse-là, elle permet de faire toutes les finitions. Si tu regardes par exemple ton bas de pantalon, attends, je vais t'en trouver un. Tu vois la couture qui est là? Ça, c'est une recouvreuse. Ça fait les deux lignes que tu vois là. Et derrière, ça fait un croisillon qui permet de finir la couture et de faire une finition qui est propre. C'est ce que tu vois partout dans ton pull, dans tes pulls, dans tes t-shirts. Vraiment, la recouvreuse, c'est ce qui fait toutes les finitions des parties du haut du corps, mais aussi les ourlets pour les chevilles. Et c'est ça qui est important. C'est pour ça que je pense que j'en ai besoin d'une pour aller vite. Et c'est pour ça que, comme un gros débile, eh ben, on a dû repenser l'architecture de l'appartement. Parce que avoir 3 industriels dans un appartement, c'est vite casse-couille. Viens voir. On a mis un coin couture là. Il y a la 3e machine qui va venir se greffer ici. Des chaussurlets. Et pour ceux qui ont vu, j'ai construit un lit en hauteur hier. C'est pour ça que j'ai pas publié la vidéo hier. Parce que j'ai construit un putain de lit en hauteur pour pouvoir en fait libérer cet espace qui était là et placer les meubles qui sont actuellement là, qui étaient avant dans l'autre pièce. Et comme ça, on a un méga place de rangement en dessous le lit. Regarde, c'est la caverne de Grali Gragra. Tu vois, où tu mets plein de merde dans le genre. Vu que j'avais pas prévu pour la recouvreuse, etc., par rapport au design du tissu, on va dire là, du point de vue motif, j'attends d'avoir le dernier pantalon, voir ce que la coupe me fait, et au final, on fera un bon truc. Donc voilà, je pense que ça, c'est les nouvelles de la semaine. J'essaie d'avancer au max sur le reste, je vous tiens au courant pour la suite. Kiss, peace.